Quelques petites minutes sont passées après 13 heures. Toutes nos excuses pour ce retard accusé. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Journée portes ouvertes organisée par l'Autorité de protection des données personnelles. Pobet accueille l'initiative après Cotonou. Le Conseil Parakou, les précisions à suivre dans ce journal. Cotonou abrite depuis ce mardi un atelier régional sur le projet 2 heures pour la vie, un projet financé par la compagnie Takeda et dont la mise en œuvre est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails dans un instant. Et puis, belle victoire du Bénin face au Lesotho dans la soirée de ce mardi en Côte d'Ivoire. Condé Jonathan nous propose dans ce journal un résumé de ce match qui comptait pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À nouveau, bonjour. Après Cotonou, le Conseil Parakou, l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, tient des journées portes ouvertes à Pobet dans le département du Plateau. L'objectif est de sensibiliser, informer et rapprocher l'institution des citoyens. Voici le compte rendu. Protéger les données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun. C'est autour de ce thème que se tiennent ici à Pobet les journées portes ouvertes de l'Autorité de protection des données personnelles. Pendant 2 jours, l'APDP va au contact des citoyens, des entreprises et des administrations pour les sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles à l'ère du numérique. Chers invités, mesdames et messieurs, notre mission que nous prenons très au sérieux est de garantir que chaque individu, chaque citoyen ait le droit fondamental et la capacité effective de maîtriser ses propres informations dans ce paysage très complexe. À travers ces 2 journées, aujourd'hui et demain, nous souhaitons, et c'est notre objectif, nous souhaitons démystifier notre rôle auprès du grand public, que les questions liées à la protection des données personnelles deviennent comme de l'eau à boire, qu'on comprenne tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos données. Et surtout, quand on parle de données, que cela ne soit pas perçu comme étant des notions abstraites, mais des notions faciles à comprendre. La préfecture de Pobet, qui accueille cette édition, n'a pas manqué de marquer son soutien. Elle salue une initiative qui contribue à rapprocher l'APDP des populations de l'intérieur du pays et à renforcer la culture de la protection des données personnelles. Je tiens à remercier chaleureusement le président de l'Autorité de protection des données personnelles ici présent pour sa présence effective au milieu de nous et son engagement au quotidien en faveur de cette cause. Monsieur le Président de l'APDP, votre dévouement à la promotion des droits des citoyens et à la transparence dans le traitement des données personnelles est à saluer et mérite notre reconnaissance. À travers des stands installés sur place, les équipes de l'institution renseignent, conseillent et répondent aux préoccupations des participants. Déjà, les premiers visiteurs saluent la démarche, jugeant pertinentes et utiles les informations reçues. Nous avons eu beaucoup d'informations, spécialement sur les installations de vidéosurveillance que les privés installent n'importe comment, sans autorisation, sans régularisation. Et nous savons aujourd'hui qu'avant d'installer un système de vidéosurveillance dans votre maison, dans votre structure, vous devez aller prendre une autorisation, vous devez remplir des formalités. Et nous avons aussi eu l'information par rapport aux sanctions qui en découlent si les règles ne sont pas respectées. Je pense que c'est une initiative à applaudir. Avec cette délocalisation, l'Autorité de protection des données personnelles confirme sa volonté d'inscrire son action au plus près des citoyens partout sur le territoire. Atelier régional d'échange d'expériences du projet 2 heures pour la vie. C'est un projet
financé par la compagnie Takeda qui vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, accompagne sa mise en œuvre dans ces pays. L'atelier qui est lancé mardi matin à Cotonou par le directeur de cabinet du ministre de la Santé permettra aux participants de partager les réussites, d'analyser les défis communs et d'apprendre les uns des autres. Les travaux prendront fin le jeudi prochain. Le compte rendu du lancement de cet atelier avec Ouliat Sanoussi. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin sont les 3 pays qui mettent en œuvre le projet dénommé 2 heures pour la vie. Ils se retrouvent à Cotonou pour un atelier régional d'échange d'expériences de 3 jours. Le projet est financé par la compagnie Takeda, une firme pharmaceutique japonaise. C'est un projet qui cherche à réduire de façon drastique la mortalité maternelle évitable. Nous savons que dans nos pays, malheureusement, beaucoup de femmes continuent de mourir en donnant la vie, alors que chaque accouchement devait être un événement joyeux. Et donc, sous le leadership du ministère de la Santé, l'UNFPA accompagne donc les pays pour pouvoir réduire de façon drastique la mortalité maternelle. L'atelier qui s'ouvre ici permet aux 3 pays d'échanger sur les acquis, d'analyser les défis et redynamiser les stratégies pour vraiment atteindre les résultats. Pour l'UNFPA, 2 heures pour la vie est bien plus qu'un slogan, c'est une promesse. Pourquoi 2 heures pour sauver la vie? On sait que les femmes, quand il y a des complications, nous disposons d'à peu près 2 heures. Si vous n'intervenez pas de façon efficace dans le cas de complications, malheureusement, nous pouvons perdre la femme et souvent la femme et l'enfant. Donc le projet cherche vraiment à réduire cela à travers les innovations, à travers le renforcement de capacités et à travers la formation et les échanges. Ici, au Bénin, le projet est mis en œuvre dans le département sanitaire de l'Atlantique, où nous faisons déjà de gros progrès avec les motos-ambulances qui permettent d'évacuer rapidement les femmes qui ont des complications et qui sont dans des zones difficiles d'accès. Nous avons aussi, avec le ministère, essayé de travailler pour que l'hémorragie puisse être traitée à temps. Le gouvernement béninois a entrepris de nombreuses réformes dans le secteur de la santé. Occasion pour le représentant du ministre de partager avec les experts des autres pays les efforts et expériences du Bénin. Je voudrais donc vous encourager tous à aller, durant les travaux de cet atelier, au-delà de l'évaluation physique et financière de la mise en œuvre de l'initiative Takeda, à débattre globalement de l'efficacité et de la pertinence des stratégies de lutte qui sont mises en œuvre dans nos différents pays pour lutter contre la mortalité maternelle. Car, devons le reconnaître, les indicateurs jusque-là ne fléchissent pas ou fléchissent très peu. Et nous devons rapidement mettre en œuvre des interventions innovantes pour arriver à atteindre les objectifs de développement durable parce que l'horizon 2030 n'est plus loin. Le projet 2 heures pour la vie est mis en œuvre depuis 2022. Il s'achève l'année prochaine. Les travaux de cet atelier décisif pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin prennent fin jeudi. La rentrée scolaire et universitaire dans moins d'une semaine. Dans le cadre de sa préparation, exécutifs et responsables d'organisations syndicales ont tenu ce mardi au ministère de la fonction publique à Cotonou une session extraordinaire. Cette nouvelle rencontre de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective s'est déroulée dans un climat plutôt tendu. L'une des parties prenantes, en l'occurrence la CSTB, a tout simplement claqué la porte. Le compte rendu de la séance dédiée à la présentation des dispositions pratiques prises par le gouvernement en vue d'un démarrage paisible des activités pédagogiques, c'est avec Hugues Vingbe et Elvis Tonokwa. La séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Il présente d'abord l'ordre du jour structuré en 2 points
que sont les diligences effectuées par l'exécutif dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et les questions diverses. Il note ensuite au regard des résultats des examens nationaux que les réformes opérées par l'État portent leurs fruits avant de réitérer son engagement à rendre plus performant le secteur éducatif. Le gouvernement, sous la conduite du président Patrice Talon, demeure résolument engagé à garantir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, qui est d'offrir à chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte une éducation inclusive, équitable et de qualité. Nous avons engagé ce combat en comptant sur nos propres forces, notamment dans les cantines scolaires, dans la formation professionnelle et technique, puis en associant nos partenaires. Occasion pour les secrétaires généraux de confédérations syndicales de dérouler à nouveau leur liste de revendications. Les problèmes pour lesquels nous nous attendions des solutions, c'est 1. Le reversement de tous les AME en fonctionnaires de l'État, FE. 2. Le recrutement massif des enseignants qualifiés pour les écoles, établissements secondaires, professionnels et pour les universités. Il s'agit aussi de la reprise du contrat des ACDPE des promotions 2014 et 2016. La séance se poursuivra ensuite sans le secrétaire général de la CSTB qui se retire de la salle, mécontent de la stagnation des pourparlers. Ce que chacun a pu constater, c'est qu'au niveau des différents sous-secteurs, les mesures ont été prises, les mesures administratives, les mesures financières surtout, pour que les écoles puissent rouvrir dans les conditions optimales de travail. Cette rencontre intervient après la session ordinaire de mai dernier, dont l'inachèvement des travaux a été déploré par les syndicalistes. Pour rappel, la rentrée scolaire 2025-2026 aura lieu le 15 septembre prochain. On reste dans le même registre. Les travaux de reconstruction du stade René Pleven ont eu raison de l'école primaire publique qui se retrouve dans son périmètre. Le ministre des Enseignements maternels et primaires était dans la matinée de ce lundi sur le terrain. Salimane Karemou a profité de cette descente spéciale pour faire un tour à l'école primaire publique Akpakpa Centre, choisi justement pour héberger l'effectif des enfants de l'école à démolir. On va retrouver Virgile Rodagnon pour les détails. Dans pratiquement une semaine, toutes les écoles vont rouvrir leurs portes, sauf l'école primaire publique René Pleven d'Akpakpa. L'établissement sera démoli dans quelques jours et pour cause, il se trouve dans l'emprise du stade René Pleven, dont les travaux de reconstruction ont été lancés il y a peu. Les enseignants et les parents sont très affligés par cette nouvelle, mais face à la raison d'État, ils n'ont pas d'autre choix. Effectivement, on a donné notre accord, malgré nous, oui. Puisque ça a été un peu brusque, c'est la veille de la rentrée que les gens sont venus nous dire ça. On n'y peut rien, c'est l'État, et puis on a donné notre aval, et puis ça peut être démoli et déménager les enfants dans une autre école de la place. Dans la perspective de la démolition de cette école, le ministre des Sports a commis une mission d'identification de salles de classe qui s'est révélée fructueuse au niveau de l'école primaire publique à Akpakpa Centre, se trouvant à environ 300 mètres de l'école à démolir. C'est ici que l'effectif des enfants sera réinstallé. En dehors des bâtiments neufs, des modules de classe non utilisés pour des raisons de jumelage d'effectifs seront également réhabilités pour la même cause. Mais avant d'autoriser l'entreprise sélectionnée pour les travaux, le ministre des Enseignements maternels et primaires a jugé bon d'effectuer une descente pour constater la réalité. À Akpakpa Centre, où les enfants vont venir à partir du lundi prochain, alors quelles sont les conditions réunies, c'est ce qui justifie ma présence ici. J'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il y a encore des travaux à faire. Donc dès aujourd'hui, nous allons donner notre autorisation pour que ce qui doit être fait ici puisse être fait. Nous avons eu la chance de rencontrer tout au moins le président de l'association des parents d'élèves de René Pleven, qui a compris que la construction d'un stade participe également de l'éducation de la jeunesse. Et je l'en remercie au passage. Il s'est donné comme, disons, élément de garantie auprès des populations
auprès des autres parents d'élèves pour que l'enjeu soit compris par tous. À partir du lundi 15 septembre prochain, tous les enfants concernés seront redirigés vers Akpakpa Centre où ils effectueront leur rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Des dispositions urgentes seront prises pour que les parents et leurs enfants soient informés à temps de cette nouvelle situation, notamment les crieurs publics dont les services seront utilisés au moins 3 fois dans la semaine, a rassuré le président de l'association des parents d'élèves. On parle à présent d'une mission des Pays-Bas composée de 17 entreprises des domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau qui est sur le sol béninois depuis quelques jours. Objectif est explorer les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement au Bénin. Les échanges ont démarré ce mardi 9 septembre 2025 à Cotonou. Nous allons voir avec Florence Bossa le compte-rendu de cette cérémonie. La coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin se renforce davantage. Dans cette salle, les gros bonnets du secteur commercial des Pays-Bas et celui du Bénin. Ils échangent sur les opportunités d'affaires à Cotonou. Cette mission néerlandaise vise à contribuer au développement économique du Bénin à travers le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Les 17 entreprises néerlandaises ici présentes, PME et grandes entreprises spécialisées en agriculture durable et la gestion d'eau, sont très diverses. On a des entreprises déjà présentes en Afrique et au Bénin qui veulent élargir leur rôle ici. Et il y a des entreprises ici qui viennent au Bénin pour la première fois et qui veulent explorer ce nouveau marché dynamique et prometteur. En travaillant ensemble, nous souhaitons faciliter l'accès des entreprises néerlandaises au marché africain, ainsi que la croissance et l'exportation des entreprises locales, et réciproquement. Grâce à des réformes audacieuses, le Bénin se positionne depuis quelques années comme une terre fertile pour les investissements. La présence d'entreprises néerlandaises porteuses de solutions innovantes et durables permettra de booster les secteurs agricoles et hydrauliques béninois. Les opportunités qu'offre le Bénin reposent sur 3 piliers principaux. Une stratégie de développement axée sur le secteur privé, une position géostratégique et des opportunités commerciales uniques, et une stabilité politique et sécuritaire reconnue. Ces réformes commencent à porter leurs fruits. Nous pouvons noter la croissance économique du Bénin, la réalisation des infrastructures clés, la création de la zone économique et spéciale de Glodjibé. À la suite des 3 missions commerciales bilatérales entre le Bénin et les Pays-Bas, celle qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des relations commerciales nouées très tôt entre le Bénin et les Pays-Bas. Elle vise à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Les assises vont durer 3 jours. Elles seront meublées de panels sectoriels sur diverses thématiques telles que l'agriculture durable, la gestion de l'eau et les infrastructures. Des visites et des innovations locales par la délégation néerlandaise viendront clôturer cette mission. Le candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, Romuald Wadani, continue de recevoir du soutien. C'est au tour de Gaston Zossou de vanter les mérites de l'homme qu'il confirme être le meilleur choix possible pour garder la maison Bénin après Patrice Talon. L'ancien ministre du président Mathieu Kérékou a confessé son admiration pour Romuald Wadani au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à Cotonou. Virginia Rodagnon, Jocelyn Barriga. Face aux journalistes, Gaston Zossou a fait un tour d'horizon rapide des réalisations du régime Talon pour lequel Romuald Wadani a travaillé depuis 2016 avant d'en venir à la conclusion que l'homme est bel et bien la cheville ouvrière de toutes les réussites qui ont caractérisé les actions de ce régime. Je ne voudrais pas considérer de façon particulière ce qu'il a réussi en tant que ministre des Finances. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres, peut-être, auraient eu la même opportunité, qu'ils auraient fait autant. Mais ce que je sais est que quand lui il a eu l'opportunité, il a eu un résultat que moi je qualifie de sans précédent. Personne n'était parvenu auparavant à nous porter où nous sommes.
Pour Gaston Zossou, si le Bénin est aujourd'hui cité comme modèle en matière économique et une destination privilégiée, c'est grâce à Romuald Wardagni qui, de par son leadership, a su faire le poids auprès des partenaires internationaux. Le choix de la majorité présidentielle est donc le meilleur choix, mais le conférencier annonce déjà que la gouvernance Wardagni ne sera pas de tout repos, au regard notamment de l'immensité de la tâche qui l'attend. Parce qu'il va succéder à quelqu'un qui a porté la barre au firmament, toute proportion gardée. Lui doit donc sortir de notre atmosphère pour entrer dans la ionosphère. C'est-à-dire, il va utiliser de l'énergie, il va pousser l'effort à la pointe extrême. Et quand il sera à la pointe extrême de l'effort, il s'efforcera encore pour franchir la pointe extrême, ainsi de suite. Et comme je soupçonne chez lui un tempérament de gagneur qui tient sa proie et qui se bagarre coûte que coûte, c'est ce qui se passera sous vos yeux, dans la tranquillité. Cette sortie médiatique a été, pour Gaston Zossou, l'occasion de faire la nuance sur la dynamique de continuité que les soutiens de Romuald Wardagni agitent depuis sa désignation comme le candidat de la majorité présidentielle. Quand on dit continuité, on pourrait se dire que l'idée de fond, c'est que le Bénin serait déjà devenu un paradis terrestre où il n'y a plus aucun effort à faire, sauf à chanter des cantiques et allumer des encens et à louer Dieu. Non. La tâche qui reste à faire est tellement immense que le mot de continuité lui-même pourrait être recusé. Alors moi, je propose humblement 3 mots à la place de continuité. Accélération, parce qu'on sait mieux faire. Renforcement, parce qu'on n'y est pas encore. Et adaptation, parce que les temps vont changer. Si le candidat de la majorité est déjà un bourreau du travail en tant que ministre de l'économie et des finances, il faut qu'il le soit davantage en tant que président. Et Gaston Zossou ne doute point de ses atouts en matière politique. J'ai pris le temps de regarder la personne. Depuis que j'ai compris que, selon toute probabilité, et surtout selon mes vœux, il sera élu président de la République, vous serez surpris par le politique qui est en lui. Gaston Zossou sera sans aucun doute de la vague de ceux qui mettront Romuald Wardagni sur orbite et entend l'aider du mieux qu'il peut afin qu'il réussisse sa mission. Le cadre de concertation, de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono a organisé une journée de prière nationale suite à l'annonce de Romuald Wardagni pour les élections présidentielles de 2026. Une initiative qui vise à saluer le président Talon pour le choix opéré. Reportage Narcisse Alossé, Florent Dourou. À peine le candidat de la mouvance présidentielle dévoilé, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono appelle à une journée nationale de prière. Invoquer la paix, la sagesse et la stabilité à l'approche des échéances électorales de 2026. Une initiative qui vise à saluer la vision éclairée du président Talon, à non seulement passer la main, mais aussi porter son choix sur un homme de consensus, Romuald Wardagni. La fraternité qui règne entre nous ici détermine la paix au sein de la population du Mono. Nous prions et demandons à Dieu le Tout-Puissant d'exaucer nos prières et en donnant à nos populations l'esprit de compréhension, de sagesse, de tolérance pour la cohésion et la paix sociale. Le choix de notre fils, de notre frère Romuald Wardagni est meilleur et doit être apprécié à sa juste valeur et soutenu par le peuple béninois tout entier, car il permet la poursuite des gigantesques œuvres de développement engagées par le gouvernement Talon. Cette action spirituelle et citoyenne destinée à promouvoir la paix et la cohésion sociale a retenu l'attention des autres confessions religieuses et surtout le représentant du candidat. On est arrivé ici me réjouit encore que cette prière est destinée à notre fils, sur qui le président de la République a porté son choix. Ce qui se passe ici aujourd'hui est prophétique. C'est une action qui est venue de Dieu. Nous voudrions par la suite vous demander davantage de soutien.
Nous ne voulons pas seulement des soutiens individuels, mais aussi des soutiens collectifs qui doivent aller jusqu'à la base, jusqu'au fin fond du pays. Dans un contexte électoral souvent tendu, cette journée de prière rappelle que la foi peut aussi être un levier pour la paix et la démocratie. Le cadre de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono espère que cet appel sera entendu au-delà des mosquées. C'est une page d'histoire spirituelle que l'Église du christianisme céleste a choisi de revisiter 40 années après le rappel à Dieu de son fondateur, le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa. Les fidèles du monde entier se rassemblent autour d'un programme de commémoration qui s'étendra sur 40 jours au Bénin comme au Nigeria. Thème central, l'homme, la vie et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Ochofa. Les détails à suivre. Du 9 septembre au 19 octobre 2025, les fidèles de l'Église du christianisme céleste vont vivre une série de célébrations spirituelles et culturelles marquant le 40e anniversaire du rappel à Dieu du fondateur de l'Église, le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa. Ces commémorations seront organisées aussi bien au Bénin qu'au Nigeria, les deux terres où le prophète a le plus œuvré. Le thème central des commémorations se présente comme suit: l'homme, la vie et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Ochofa. L'Église que l'Éternel Dieu lui a confiée a également connu des perturbations pendant 40 ans. Nous osons croire que ces manifestations que nous commençons aujourd'hui devraient donc nous permettre d'aller à l'union et à l'unité, au finish à l'unité de notre Église. Je crois que cette célébration doit être placée sous ces méditations. Tout au long de ces 40 jours, des conférences, des veillées de prière, des célébrations liturgiques, des concerts et des activités sociales viendront rappeler la vie, le combat et les œuvres du prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa. Il y aura un culte de requiem simultané sur toutes les paroisses au plan mondial pour célébrer le jour du rappel à Dieu du prophète pasteur fondateur. Nous aurons les 28 et 29 septembre le culte anniversaire de la naissance de l'Église du christianisme céleste. Nous aurons le colloque international qui se déroulera du 13 au 15 octobre. Cette phase constitue la dimension académique et intellectuelle des commémorations. Le recueillement à Imeko, en terre nigériane, témoigne d'un acte d'ouverture dans l'unification et la fraternité avec les frères chrétiens célestes du Nigeria. 3 grands concerts géants à Cotonou, au Palais de Congrès, à Port-Nouveau, au Stade Charles de Gaulle et à Imeko au Nigeria, qui mobiliseront près d'une trentaine de chorales. Voilà en substance les grandes articulations du programme. Et pour garantir la réussite de ces commémorations, différents comités ont été mis en place. Ils ont reçu la bénédiction du chef mondial de l'Église du christianisme céleste qui les a renvoyés à leur tâche avec la mission d'assurer le plein succès de cette célébration historique.
Je le disais en début d'édition, fin de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin s'offrent une éclatante victoire, 4-0 face aux Lesotho. Ce n'est pas un fait de tous les jours, en tout cas, ce n'est pas resté dans les habitudes de la sélection nationale du Bénin de s'offrir des victoires avec des scores aussi élevés. La dernière fois que le Bénin a remporté un match officiel avec un score de 4-0, c'était le 8 septembre 2002 face à la Tanzanie. Un match joué au stade René Pleven. Ce mardi donc, les Guépards ont déroulé tout un scénario sans précédent devant les Basotho. Une douche froide offerte par la bande à guerre Notre Or à leurs homologues du Lesotho que nous résume ici Candido Ouetta. On ne voulait pas encaisser de but. Donc, ce n'est pas seulement marquer 4 fois, mais aussi ne pas en encaisser. Le mot d'ordre était clair. Le Bénin ne devrait pas laisser l'adversaire scorer, puis compter sur ses atouts offensifs pour arriver à prendre les 3 points face au Basotho. La formule a bien marché avec des Guépards qui rugissent assez tôt. Le capitaine montre le chemin à la 6e minute de jeu, avec son reflet d'attaquant devant le but. Du bout du pied, le joueur d'Augsbourg en Bundesliga inscrit son 22e but en sélection, égalant ainsi le record de buts de Razak Omotoyosi et reste désormais à 2 buts du record de Stéphane Tsesseyon en sélection nationale. 17 minutes plus tard, Andreas Rontondi double la mise pour le Bénin. Une passe clinique de Steve Mounier suite à une mauvaise transition du portier adverse et le nouveau sociétaire de Saint-Paoli inscrit son 2e but sous le maillot béninois. Imouran Hassan va porter le score à 3-0 avant la mi-temps. On voulait tellement cette victoire que l'équipe a su, d'entrée de match, mettre ça sur le terrain, cette volonté de gagner, de bien jouer au football. Et à la mi-temps, avec ce 3-0, le match était déjà pratiquement décidé. Au retour des vestiaires, les Basotho essaient avec de multiples tentatives de réduire le score sans succès. Le Bénin finit par corser l'avantage à la 67e minute de jeu. But signé Junior Laitan. Score final, 4-0 pour les Guépards qui s'imposent pour la 2e fois de l'histoire au Lesotho en 4 confrontations directes. Cette victoire, c'est jamais facile de gagner 2 fois de suite avec quelques jours d'intervalle. L'accent, je le mettrai sur la volonté de gagner qui se dégage de mon équipe, sur sa jeunesse. Parce que quand vous regardez la moyenne d'âge là, avec ceux qui ont terminé le match, que ce soit les jeunes Razak, Fiopé ou même Moumini, encore ce sont des très jeunes joueurs qui commencent à trouver la maturité. Carton plein pour le Bénin au cours des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une performance qui permet au Bénin de garder de pied ferme la 2e place dans le groupe C derrière l'Afrique du Sud avec un total de 14 points à 3 unités du leader. La mayonnaise a pris et que nous sommes sur la bonne voie. Et là, dans 4 semaines déjà, on aura 2 tests qui vont être décisifs. On a encore nos chances pour aller au mondial et on voudrait la saisir, même si on sait que ça va être difficile, surtout le dernier match au Nigeria. Encore 2 sorties pour terminer la campagne éliminatoire au Mondial 2026. Il faudra impérativement gagner les 2 prochains matchs et espérer un faux pas de l'Afrique du Sud pour directement se qualifier. Le challenge s'annonce très compliqué pour la bande à Notre Or, qui pour l'heure ne figure pas parmi les 4 meilleurs deuxièmes de groupe qui vont disputer les barrages qualificatifs. Steve Mounier et ses coéquipiers veulent bien jouer les cartes jusqu'au bout. Une belle victoire qui rend fier le peuple béninois. On parle toujours football, cette fois-ci de la 3e édition du tournoi organisé par la coordination communale de l'Union progressiste, le renouveau à Corvée. L'aventure a duré toutes les vacances et s'est achevée par le sacre de l'équipe de Naougon. La finale jouée sur le stade Omnisport de Corvée a mobilisé un public impressionnant. Plusieurs équipes de jeunes venus de différents arrondissements ont pris part à cette compétition. Ibet Hélène Amosso pour les précisions. Initié par la coordination communale de l'Union progressiste, le renouveau de Corvée, le tournoi est à sa 3e édition. La compétition démarrée depuis le début des vacances a connu son épilogue le week-end dernier. La finale a été jouée sur le stade Omnisport de la ville. Elle a opposé l'équipe de Naougon à celle d'Adogbi. Nous sommes à la 3e édition et de ce tournoi que nous organisons
sous l'égide bien sûr de notre parti, l'Union progressiste, le renouveau. Et donc je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs. Vous-même, vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu tout à l'heure sur le stade. Quand vous êtes responsable et vous voyez votre communauté en joie, vous-même vous êtes en joie. Donc nos objectifs ont été atteints. Le challenge au départ est lancé entre de nombreuses équipes de jeunes provenant des arrondissements. À l'issue des phases éliminatoires, celles des quarts et demi-finales, les meilleurs ont été retenus. Les jeunes de Naogon en bleu se sont retrouvés pour la finale face aux joueurs d'Adog et champions de la dernière édition. Au terme des 90 minutes temps réglementaire de jeu, les équipes étaient à un but partout. Il a fallu les fatidiques tirs au but afin de les départager. Les jeunes de Naogon concrétisent toutes les occasions et remportent la victoire. Vraiment, nous sommes satisfaits, on est contents. Ça n'a pas été facile, mais on a finalement fini par la victoire. On est vraiment content pour ça. Quand on joue une maille, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est à cause de ça qu'on n'a pas pris le trophée. Sinon, l'année passée, on avait été champion. Mais pour cette fois-ci, ça n'était pas facile. Rendez-vous de démonstration de savoir-faire, tactique et de compétences en matière de curon. Le tournoi s'est achevé dans une ambiance festive. Les supporters sont massivement sortis pour encourager les équipes. Les jeunes talents de la ville ont rivalisé d'ardeur, chacun en vue de faire gagner son groupe. À partir de 2026, nous avons dit que le premier prix, ça va passer de 500 000 à 1 million. C'est notre manière à nous d'accompagner ces talents dans cette commune et pour les aider à se révéler au football. Le football, comme vous savez, c'est facteur d'unité. Le football, c'est facteur de développement. Le football, aujourd'hui, c'est facteur de visibilité. En plus du trophée et l'enveloppe financière de 500 000 pour la gagnante, la deuxième équipe ainsi que toutes les autres sont reparties avec des lots, de quoi inciter chacune d'elles à mieux faire à la prochaine saison. Et voilà qui boucle ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.